Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et je vous souhaite également de passer un très bon week-end, hein, les amis. Écoutez, donc cette semaine, on va faire, je vais faire le point, hein, sur la semaine, que ce soit au niveau de l'actualité crypto, mais également économique, parce que là, forcément, le premier phare, hein, dans la sphère médiatique, c'est le conflit États-Unis, Israël, Iran et même Moyen-Orient, carrément, de façon, dans sa globalité, parce que c'est le bordel, on l'a vu. Donc, du coup, je vais vous en parler parce qu'il y a quand même des sujets d'actualité économique qui, comme toute la sphère médiatique est concentrée sur ce conflit, eh bien, il y a plein de choses qui passent sous les radars, et notamment la crise avérée, désormais vraiment avérée, du tout secteur du crédit privé américain, parce qu'on a BlackRock désormais même qui est concerné. Alors, il faut le faire quand même pour que BlackRock commence à être dans la tourmente, c'est que vraiment le secteur financier américain du secteur privé se porte très très mal. Et ça rappelle forcément des parallèles avec la crise de 2008 des subprimes. Et comme par hasard, forcément, ça passe sous les radars, puisque tous les yeux sont braqués sur le Moyen-Orient. Ouais, donc forcément, j'en profite pour, en toute humilité, hein, vous remettre ça en avant quand même, pour vous expliquer que, ok, on a un danger, forcément, il se fout sur la gueule là, au Moyen-Orient, et puis ça a des impacts forcément sur l'Europe avec le gaz et tout. Alors je vais vous en parler de tout ça aussi, parce qu'on est vraiment, nous l'Europe, le roi des cons, désolé, mais faut le dire à un moment, quand on voit ce qui va se passer, donc je vais vous parler de tout ça en actualité économique, vous allez voir. Et bien sûr, ça va avoir des impacts forcément sur l'euro, notamment sur l'inflation, sur plein de choses. Et on voit déjà avec ce qui se passe à la pompe, on est quasiment à 2 euros pour le samplon 98-95, le pétrole explose. Enfin, bon, on n'a rien demandé, hein, les citoyens, encore une fois, mais on s'en prend plein la tronche. C'est toujours pareil, pendant que les autres font leur petit manège tranquille, quoi. Bon, on est les élites, hein, je veux dire. Donc voilà, je vais en parler de tout ça. Je vais forcément, bien sûr, vous parler du Bitcoin, de l'actualité crypto avec le RWA, forcément, VeChain, Ondo, Chainlink, tout ça, je le mets à jour dans la vidéo. Et puis, également le cours de l'or et de l'argent, hein, forcément, qui, en plus, je vais faire le parallèle avec la crise de 2008, puisque forcément, on est dans pile poil, je pense, dans le timing du parallèle entre ces deux crises. Alors la crise, on est déjà en crise, hein, c'est clair, mais je pense malheureusement, et je dis pas ça de gaieté de cœur, que ce n'est que le début, qu'on n'a même pas attaqué la vraie crise, au final, économique, hein, je veux dire, parce qu'en fait, on est dans une crise de 2008 qui n'a jamais été vraiment soldée, et je vous expliquer comment, pourquoi, hein, dans l'actualité économique. Et au final, 2008 et maintenant en 2026, et bien, des dizaines, enfin 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, on est sur une crise de 2008 qui n'avait pas été résolue, mais avec des capitaux, des liquidités qu'on fait x20 entre-temps. Voilà le vrai problème, je pense, de la crise d'aujourd'hui. La vraie crise qui va nous tomber dessus, qui va être vraiment un massacre. Et donc, ce serait pas étonnant que les élites commencent à se foutre sur la gueule, que ça rappelle aussi beaucoup le début des crises économiques qui ont amené à la Seconde Guerre mondiale, hein. Je rappelle, il suffit de lire l'histoire pour voir comment on a eu la Seconde Guerre mondiale. C'est pas sorti du chapeau. On a eu Hitler qui monte au pouvoir avec souvent la crise économique, etc. Bon, rien de nouveau, hein, vous savez, les cycles, l'histoire se répète. Alors, je dis pas qu'on va aller en Troisième Guerre mondiale, hein, non, 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 je dis pas ça, j'espère pas en tout cas. Mais on a quand même énormément de similitudes avec l'instabilité quand même qui ne fait que croître depuis quelques années, depuis le Covid au final. Et on atteint un point de culminant, hein, je dirais, de convergence de tout ce fracas chaotique. Bon. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça, je vais vous présenter les articles, bien évidemment, sources et tout. Et donc, écoutez, si vous êtes chaud, hein, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir donc la chaîne, la vidéo, et vous abonner également, comme ça vous avez toutes les semaines, vous savez, je fais tous les vendredis soirs désormais cette actualité crypto et économique en parallèle. Et puis sinon, écoutez, je vous souhaite d'être tranquille, voilà, et depuis, c'est parti. Donc je commence avec le rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot et regardez, comme par hasard, truc de fou, hein, comme par hasard, depuis que Jane Street s'est fait mettre sous les verrous, entre guillemets, hein, entre guillemets, il n'y a plus de manipulation, soi-disant, dit donc, et donc, comme par hasard, nous avons la deuxième semaine consécutive de flux entrant depuis plusieurs mois sur le Bitcoin, comme par hasard.
les coïncidences quand même sont fortes, hein. Donc, Jane Street s'est fait pincer. Je vous rappelle, j'avais fait la vidéo la semaine dernière pour dire, effectivement, il y a 2 semaines à peu près, Jane Street a été chopé, on va dire, en flagrant délit, si on peut dire ça comme ça, de manipulation de marché, en tout cas fortement avéré, de gros soupçons de la part même des autorités judiciaires américaines, hein, clairement, qui sont en plus en train d'enquêter sur l'affaire Terra Luna. Enfin bon, voilà. Et donc, Jane Street, la société, je vous rappelle rapidement, a été donc lié à l'affaire de FTX en 2022 et l'affaire Terra Luna également. Voilà, parce qu'on se rend compte qu'au final, Jane Street est en lien et mêlé à tout ça. Voilà. Et en fait, il était aussi de plus en plus avéré que Jane Street serait l'auteur de manipulation, donc qu'on appelle la manipulation des teasers au niveau des capitaux. Tous les jours, il y avait une manipulation de Jane Street sur, à l'heure précise de 10 heures sur le cours du Bitcoin, ce qui faisait chuter les marchés, le marché Bitcoin, et ce qui a tiré ça pendant des mois. Donc forcément, il y a eu un impact sur le marché. Et comme par hasard, depuis qu'il n'y a plus Jane Street dans la course, donc là ils ont été pas interdits, mais ils se sont retirés du jeu, il n'y a plus de fuite de capitaux sur les ETF et Bitcoin Spot, et les cours du Bitcoin sont même repartis à la hausse. Ça, si on fait la moyenne sur les 2 dernières semaines, je rappelle, alors qu'on a eu une guerre qui a éclaté entre-temps. Alors, faut le faire quand même. On comprend plus rien, quoi. C'est-à-dire, le Bitcoin, quand il y a eu des bonnes nouvelles, il baissait, et puis là, maintenant, il y a carrément une guerre, le Bitcoin, il repart à la hausse, quoi. Donc, les schizophrènes, je sais pas, ou... Bon, voilà. Mais il se passe des choses, quand même. Donc, c'est quand même une grosse coïncidence, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, maintenant, on va vérifier si cette tendance repart à la hausse de façon pérenne, hein, c'est-à-dire si on a une troisième semaine, la semaine prochaine, on a des flux positifs également sur les ETF Bitcoin Spot, là, on pourra dire qu'effectivement, vraiment, il s'est passé quelque chose, ou alors on va voir que c'est temporaire, et si c'est réellement une coïncidence, clairement. Bon, donc du coup, vous voyez que là, quand même, on voit par exemple sur la courbe cumulée des flux de totaux cumulés voilà, sur le Bitcoin au niveau des ETF, on voit bien que sur les 2 dernières semaines, on a quelque chose qui repart à la hausse. On a des flux positifs qui repartent à la hausse. Donc quand moi je vois, quand je dézoome et que je donne mon avis personnel en rappelant que je ne suis pas un conseiller financier, que je n'ai pas la science infuse et je donne mon avis personnel en me basant sur mon expérience dans le secteur crypto depuis 2020 et sur les faits statistiques, hein, eh bien, moi, je vois ça, je vois pas de bear market institutionnel sur le Bitcoin. Enfin, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous voyez ce genre de flux de totaux, de capitaux entrant sur les ETF Bitcoin? Bon, rien de dramatique, en fait. Voilà. Donc là aussi, que font les institutionnels toujours pendant que les particuliers vendent? Eh bien, ils achètent. Encore et toujours la même règle qui se confirme désormais à travers cette courbe-là. Ensuite, donc positif, hein, clairement très positif. Maintenant, je passe à Ethereum. Vous voyez toujours le rapport de Farsight Investors. Et regardez, là aussi, nous sommes sur allez, 2 semaines en moyenne, hein, si on fait vraiment la moyenne positive en termes de flux entrants sur les ETF Ethereum. Puisque regardez, les seuls flux en rouge, ça a été des petits montants, moins 43, moins 10, moins 90 millions. Mais avec ça, on a eu plus 169, plus 38, plus 6 millions. Ah, et plus 157 millions pour le 25 février. Donc là aussi, sur les 2 dernières semaines, on a les flux qui ont été positifs sur les ETF Ethereum. Et d'ailleurs, on le voit bien. Alors, c'est moins flagrant que sur Bitcoin, mais on voit qu'il y a une légère reprise à la hausse, ici sur la courbe, des capitaux entrants et injectés sur le marché des ETF Ethereum. Voilà, donc là aussi, quand on dézoome, ah, c'est pas la catastrophe, quoi. Je veux dire, sur les flux des ETF, soit Bitcoin ou Ethereum, très loin de là même. Les institutionnels, du coup, croient encore au Bitcoin et aux ETF. Ethereum également. Voilà. Et maintenant, je passe à Solana, hein. Vous voyez, Solana, et là, Solana, eux, toujours aussi drôle. Ils continuent, Solana, d'attirer et de faire rentrer les capitaux sur leur ETF. Il n'y a que hier, enfin le 5 mars 2026, au final, on a eu 6 millions de retraits sur Solana. Voilà, mais tout le reste, les 2 dernières semaines, on voit que ça a été vraiment très positif en termes de flux sur Solana et désormais on totalise un bon 963 millions de dollars injectés sur Solana. Voilà, donc plutôt positif clairement en ce moment depuis qu'il n'y a plus Jane Street dans la course. Comme par hasard, le marché crypto repart à la hausse. Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas que ça, hein, forcément, je vais vous expliquer comment et pourquoi.
Là, je parle également des ETF XRP. Alors là, c'est pas la même chose, hein, c'est moins positif, comme vous pouvez le voir ici, puisqu'on est à 1163,73 millions de dollars injectés sur ce marché des XRP, mais on est en train de stagner, même ça baisse un peu. Bon, c'est pas terrible, je trouve, par rapport à ce qui a été mis en place en termes du record, on a atteint, je vous rappelle, hein, les 1700 millions. Donc là, par rapport aux 1700 millions, effectivement, XRP a perdu quand même au niveau des capitaux pas mal de plumes dans l'histoire. Donc c'est moins positif clairement, mais ça stagne dans la temporalité actuelle. Je continue toujours, là je passe aux articles. Maintenant sur CoinTribune notamment.com, l'offre d'Ether, donc Ethereum sur les exchanges de crypto chute à un plus bas niveau depuis plusieurs années. Ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, c'est carrément simplement la liquidité qui est drainée en termes de nombre d'Ethereum, hein, sur les plateformes exchange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la demande, clairement, qui excède l'offre, au final, qui est en train de pulvériser tout simplement l'offre. Donc ça, c'est typiquement bah, le premier levier d'action qui permet derrière de se dire, bah, on va avoir une pénurie quelque part d'Ethereum, hein. On se dirige de plus en plus vers ce scénario-là. Vous en avez déjà parlé quand même, je vous en parle depuis un moment. Je vais mettre aussi, vous inquiétez pas, faut que je dis dans votre tête direct là, je vous pose la question sur le Bitcoin. Donc cette semaine, je vous ai mis à jour, je passerai après la courbe. Mais en tout cas, déjà sur Ethereum, il y a une crise de liquidité qui s'annonce. Pas encore, qu'il y en a encore largement à disposition, mais une tendance se confirme alors que nous sommes censés, si on écoute un petit peu la cryptosphère, les experts actuels, on est censé être en bear market. Donc logiquement, en bear market, on devrait avoir l'inverse. On devrait avoir un nombre d'Ethereum, de Bitcoin de plus en plus disponible sur les plateformes exchange, justement via les personnes qui ont vendu leurs Bitcoin et leurs Ethereum sur les plateformes exchange. Bon, c'est pas le cas là. Donc on voit des prix qui chutent. Alors en plus, ça chute. Au moins, il y a des bonnes nouvelles et puis ça monte quand il y a des mauvaises nouvelles. Enfin, faut pas chercher à comprendre. On voit que là, c'est là où on voit qu'effectivement, soit le Bitcoin fait l'inverse toujours de ce qu'on prévoit désormais, soit il y a de la manipulation. Donc, il est avéré qu'il y a déjà la manipulation avec Jane Street, hein, on voit. Je pense qu'il n'y a pas que Jane Street dans le coup pour qu'il y ait de telles variations, de telles schizophrénies au niveau des prix par rapport aux fondamentaux. Je trouve ça dingue. Bon, voilà. Mais on n'est pas, je pense, sorti de l'auberge au niveau peut-être des annonces de manipulation. On saura un jour la vérité, je pense qu'on va halluciner. Et je serais pas étonné qu'il y ait BlackRock au milieu, tous les ETF, bref. Voilà. Donc du coup, ça très positif forcément pour Ethereum, ça veut dire qu'il y a une demande et surtout croissante de la part des institutionnels et même particuliers, je pense, sur l'Ethereum. Je continue, et là aussi c'est intéressant, bah, ça va en plus de pair avec l'actualité hein, du moment au Moyen-Orient avec l'Iran. Et donc, ça montre tout simplement, là j'ai un tweet de Bitcoin Magazine qui se réfère, vous voyez, en fait, à la courbe de Bitcoin, au final, qui est en train d'être acheté massivement par les Iraniens. Tout simplement pour, déjà, premièrement, là ils le disent pas, mais échapper à l'hyperinflation liée à leur monnaie. Hein, je rappelle que la monnaie iranienne s'est fait exploser, et pas que avec la guerre Iran hein, et États-Unis, Israël, mais également auparavant, quand il y a eu la révolution, notamment iranienne, là, qui a été matée dans le sang il y a quelque temps, eh bien, on a eu la chute de la monnaie iranienne de 45% en une seule nuit. Donc les Iraniens ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat quasiment en une seule nuit. Et à partir de là, il y a eu une ruée vers le Bitcoin et ça s'est intensifié, bien évidemment, avec la guerre, notamment en cours, puisque qui est en train de. Bah, les Américains et les Israéliens ils sont en train de s'attaquer vraiment à tout ce qui est la structure énergétique de l'Iran. Voilà. Donc forcément, eh bien, les Iraniens sont en train de retirer aussi massivement leur Bitcoin des plateformes exchange pour les mettre sur des cold wallets plus sécurisés parce que les plateformes exchange, notamment en Iran, sont peut-être menacées de fermeture ou autre. Bon, voilà. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose et que les Iraniens, ils sont pas allés vers l'or, ils sont pas allés vers le Bitcoin, ils sont allés vers le Bitcoin. Et c'est pas parce que pour eux l'or c'est pas bien ou l'argent c'est pas bien, c'est juste parce que c'est plus pratique, tout simplement. Et oui, si vous devez partir en courant, machin, allez vous trimballer votre lingot d'or, vous le perdez, oh merde, il est où? Enfin, voilà quoi.
Tu compris? Donc c'est bien le Bitcoin dans ce sens-là, et c'est aussi ça confirme qu'en temps de crise, systématiquement, que ce soit pour le Liban, le Venezuela, le Nigeria, le Bitcoin, les crypto-monnaies ont eu vraiment leur rôle. Je dirais même pas de valeur refuge en tant que telle, pour l'instant en tout cas, mais je dirais plus de valeur de fuite, de protection, on va dire, par rapport à la crise temporaire, voilà, on voit avec la guerre et tout, actuelle. Voilà. Je dirais, c'est pas encore vraiment la valeur refuge, le Bitcoin, je dirais en tant que tel, c'est pas l'actif légitime encore vis-à-vis de tous par rapport à l'or, hein, si on fait le comparatif, mais c'est en train vraiment de suivre ce chemin. En tout cas, c'est mon avis personnel, d'après ce que je vois, et surtout, je pense que la valeur refuge, bah, c'est un peu délicat quand on voit que malgré le bordel ambiant et tout, le Bitcoin perd de la valeur. Alors que normalement, une valeur refuge, dans ce cas-là, ça doit faire exactement comme l'or. Bah, l'or a explosé. L'or a fait un x2 en un laps de temps bah, de quasiment un an et demi, 2 ans, là. Depuis 2024, donc oui, 2 ans. Voilà. Donc le Bitcoin, logiquement, en termes de valeur refuge, vu le chaos actuel, aurait dû, en termes de prix, hein, je dis en termes de prix, faire la même chose. Il l'a pas fait. Donc, pour moi, c'est pas encore totalement la valeur refuge. Il n'a pas le même comportement des prix que l'or. Voilà. Par contre, il a une valeur de protection technologique, si je puis dire, puisque c'est prouvé que en cas de crise, à chaque fois au niveau local, dans des pays concernés par des crises, eh bien, il y a vraiment une poussée en avant massive vers le Bitcoin. Parce que c'est pratique, en fait, tout simplement. D'où l'intérêt du Bitcoin aujourd'hui. Et je réitère, de toute façon, hein, moi, je suis ultra bullish, vous avez compris, sur le moyen long terme sur le Bitcoin. Le court terme, j'en sais rien, parce que de toute façon, il y a une époque de schizophrène, de malade mental, où de toute façon, on ne peut rien prévoir, puisque soit on nous pond une guerre une semaine après l'autre. Si c'est pas la guerre, bah, c'est la crise économique. Si c'est pas la crise économique, c'est l'affaire Epstein. Bon, voilà, toutes les semaines, il y en a maintenant des nouveautés comme ça, et qui ont des impacts plus ou moins positifs sur le Bitcoin. Non, vraiment n'importe quoi. On vit une époque de n'importe quoi. Faut même pas chercher à comprendre avec tout ce qui se passe sur l'aspect Bitcoin, économie, tout ça. Bon, on essaye voilà, de tirer les verres du nez. Donc, du coup, je continue cette fois, je remonte la charte de la Rainbow Price Chart. Vous savez, je vous l'avais montré déjà il y a 2 3 semaines. Vous avez dit effectivement, on peut challenger cette courbe, voir ce que ça donne, qu'est-ce que vous en pensez, même au niveau de l'aspect véridique et l'aspect légitime de cet indicateur de performance quand on voit ce qui se passe. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cette Rainbow Price Chart, hein, je rappelle, est toujours dans la zone violette, c'est-à-dire le Bitcoin est mort. Donc, c'est-à-dire que là, le Bitcoin est en zone de survente, tout simplement, et qu'on devrait logiquement, dans les semaines, les mois qui viennent, hein, pas les années quand même, mais les mois qui viennent, assister à un rebond du Bitcoin. Au moins, un peu comme, regardez, en 2022, au final, en décembre 2022, on a connu vraiment le bottom ultime du Bitcoin, cette période-là, 18 000 dollars. Et puis, il a fallu attendre peut-être, allez, 2 3 mois pour avoir une reprise des cours du Bitcoin de 18 000, regardez, à 27 000 dollars. Vous voyez, donc en février 2023. Et puis après, on a commencé à revoir une vraie prise du Bitcoin, en fait, un an plus tard, enfin 2 ans plus tard, pardon, c'est-à-dire en 2024. Donc, est-ce que on est vraiment dans ce cas-là? Peut-être qu'il va falloir attendre 2028, enfin, même peut-être un peu avant, 2027, pour revoir le Bitcoin repartir dans les couleurs vertes. Mais ce qui est étonnant par rapport à cet indicateur de performance ici, c'est qu'on n'a jamais atteint finalement des zones qui normalement auraient dû être atteintes, notamment même la courbe vert clair, la courbe jaune, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Bon, on les a même pas atteintes. Alors que sur le cycle précédent de 2020-2021, nous les avions atteintes. Ici, là, qu'on a vu les pics à 70 000 dollars, même 67 000 dollars. Voilà. Donc, il y a véritablement eu un changement de comportement du Bitcoin. En tout cas, aujourd'hui, on le voit. Donc, soit le Bitcoin était manipulé, le cycle a été manipulé, et donc on a eu une compression de l'ensemble des prix, tout ça,
même par rapport à la Rainbow Chart. Et donc la Rainbow Chart est valide, mais dans un contexte différent de manipulation. Est-ce que, moi c'est la question que je me pose désormais, est-ce que le bull run est véritablement terminé? Eh ben, avec l'arrivée justement de la manipulation des institutions, de la liquidité, du bordel géopolitique ambiant et du changement de comportement de l'économie mondiale, parce que ça, c'est pas à négliger, hein, je rappelle. Eh bien, on est toujours en bull run, et puis en fait, on va assister à des trucs incroyables en 2026. C'est possible, moi j'y crois. Bon, voilà, en fait, toutes les hypothèses elles sont sur la table, mais moi j'ai une certitude absolue toujours, c'est que sur le moyen long terme, le Bitcoin va tout exploser. Parce que au final, encore une fois, le conflit Israël et États-Unis le confirment. Quand il y a une crise, que font les citoyens? Ils vont vers le Bitcoin. Et comme on se dirige vers une crise monumentale, jamais atteinte, bah, il n'y aura pas 36 000 solutions pratiques, au niveau numérique même. Il y aura l'or, l'argent, c'est le top, c'est le number one, hein, c'est clair, voilà. Mais déjà, il n'y aura pas assez d'or et d'argent pour tout le monde, hein, on le sait. C'est pour ça qu'il explose autant, d'ailleurs, l'or et l'argent également au passage. Mais en plus, ce ne sera pas pratique pour les échanges mondiaux. Voilà, allez vendre votre pépite d'or ou votre lingotin d'or contre une baguette de pain au supermarché. Ah, ils vont vous recevoir avec le sourire, quoi. Voilà. Donc, il se passe quelque chose. Et là, la Rainbow Chart, clairement, nous précise quand même qu'on est en zone de survente et même qu'il y a une capitulation psychologique du Bitcoin sur le Bitcoin et on le voit même sur la cryptosphère et tout. Voilà. Donc, attention, prudence sur la capitulation là-dessus psychologique. Mais moi, personnellement, je vous le dis, je reste toujours ultra confiant sur la suite des choses pour le Bitcoin, quoi qu'il arrive. Moyen long terme, court terme, je n'en sais rien, parce que c'est trop chaotique pour faire des prédictions, hein, c'est sûr, sur cet aspect-là. Allez, je continue, et ce qui me fait dire vraiment, qui me conforte dans mon analyse actuelle, c'est ça. Regardez. Donc là, je suis sur CryptoQuant, et je suis sur les statistiques des bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. Et regardez-moi ça. Voilà, vous voyez la courbe là? Donc là, je rappelle que le nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange, c'est la courbe en violet que vous pouvez voir ici sur l'écran. On voit que cette courbe ne cesse de chuter drastiquement depuis là. Alors là, c'est 2023. Et je rappelle qu'en fait, ça fait depuis 6-7 ans qu'on n'a jamais atteint un niveau aussi bas de bitcoin sur les plateformes exchange. Et regardez, depuis donc le 21 février 2026, depuis donc la fin de la manipulation de Jane Street, qu'est-ce qu'on a? On a là aussi une, on a une déferlante de Bitcoin qui ont été retirés des plateformes exchange. Et depuis aussi la chute des prix, en fait, on voit qu'est-ce qui se passe, que les baleines et tout ont accumulé massivement du Bitcoin pour les retirer derrière des plateformes exchange et donc dans une optique de conserver ces Bitcoins sur le long terme. Voilà. Donc, encore une fois, on a un indicateur extrêmement puissant sur la liquidité, tout simplement, disponible en mode mainstream, je rappelle, hein, sur le Bitcoin, sur les plateformes exchange, qui se raréfie encore une fois au fur et à mesure du temps, malgré le fait que nous sommes soi-disant, je dis soi-disant, mais j'en sais rien, hein, je vous dis ça comme ça, en bear market. Hmm. Logiquement, là aussi, on devrait avoir l'inverse. On devrait avoir un nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange qui devrait exploser. Logiquement. Mais on voit qu'on n'est plus du tout là sur la logique, on est sur de l'émotionnel total dans tous les niveaux, hein. Si tu le vois en sortant de chez soi, les gens ils sont agressifs, enfin, j'exagère, mais bon, enfin, on est vraiment en train d'assister à quelque chose d'assez édifiant quand on voit même la géopolitique, l'économie, l'aspect social des choses, bref, voilà. Mon avis personnel, je suis peut-être un petit peu si j'ai dévié du sujet là, mais bon, je reviens, je ressente. Donc, du coup, voilà, le Bitcoin, vous voyez, c'est intéressant et c'est ce qui me fait dire que là aussi, on va avoir un jour ou l'autre un choc de liquidité. Alors, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? Je n'en sais rien. Je vous le dis, je n'en sais rien. Mais si vous avez un horizon de temps, encore une fois, moyen, long terme, que vous croyez au Bitcoin, mais que bien sûr, bah, il faut pas tout mettre, il faut pas mettre toutes ses billes dedans, hein, bien évidemment.
eh bien, vous avez la capacité, voilà, de faire du DCA. Le mieux maintenant, c'est de faire du DCA quand on ne sait pas ce qui peut se passer sur le court terme. Ouais. Et là, au moins, vous êtes tranquille sur le long terme. Eh ben, personnellement, voilà, ça c'est très positif de voir cette courbe-là. Ça veut dire qu'il y a une grosse demande sur le Bitcoin et que la liquidité va péter un jour, va faire péter les prix, forcément, c'est logique. Voilà, donc vous voyez, toujours ultra positif sur le Bitcoin, que ce soit sur l'aspect technologique, sur l'aspect d'utilité. Alors, il est vrai qu'il n'est pas encore validé valeur refuge pour moi en termes de comportement, totalement, parce que contrairement à l'or, il a chuté à un moment où logiquement on aurait dû le voir monter. Est-ce que c'est la manipulation? Effectivement, parce qu'il n'est pas encore trop encadré par la SEC, il n'y a pas encore eu le Clarity Act, et puis les enfoirés d'institutionnels, bah, on le sait, hein, qui se gavent au passage, et que les outils sont encore balbutiants au niveau de sécurité, je ne sais pas, hein, des ETF, tout ça, à voir, voilà. Mais sur le reste, là, même au niveau des indicateurs, bah, en tout cas la liquidité, c'est très positif sur le Bitcoin. Voilà, tout ce que je voulais dire. Ensuite, maintenant, je passe aux statistiques, là, notamment sur VeChain, Ondo Finance, Chainlink, etc. Donc là, je passe directement à VeChain et regardez, donc j'ai pas vraiment de nouvelles à vous passer sur VeChain en termes de news, si ce n'est qu'ils sont toujours en train de mettre en place vous savez, leur passeport numérique de produits, donc c'est très positif sur la supply chain de VeChain. Mais là, voilà, pour ça, je passe directement aux statistiques, notamment sur le nombre de nouvelles adresses, tout ça, et on est à 14 724 000 nouvelles adresses. C'est vrai qu'on a une perte de momentum sur VeChain, mais là aussi, à voir, à surveiller l'arrivée de l'aspect de technologie sur les passeports, notamment dans l'Union européenne, hein, sur les produits, mais qui n'arrivera pas avant 2027. Alors, VeChain, ont intérêt à s'accrocher quand même entre-temps, parce que même au niveau de la TVL, je trouve VeChain, c'est pas folichon, folichon quand même. Regardez la TVL. Bon, en nombre de VeChain, ça se maintient un peu ici, mais bon, c'est pas terrible. Et en dollars, vous voyez, c'est un massacre. On est en train de retomber sur les niveaux de bear market, en fait. Voilà. Donc, bon, les métriques sont pas bonnes, hein, moi je vous le dis cash sur VeChain. La seule bonne nouvelle, c'est l'arrivée effectivement de l'aspect supply chain. Alors j'ai déjà fait la vidéo la semaine dernière là-dessus spécifiquement, donc je vais pas revenir là-dessus parce qu'en plus j'avais mis enfin, je suis resté longtemps sur VeChain pour vous expliquer tout ça en détail. Donc je vous invite à voir si vous voulez plus de détails sur l'aspect du nouveau secteur supply chain révolutionnaire, il faut le dire, on appelle le DPP, c'est-à-dire le Digital Passport Product, va être en place par VeChain sur l'ensemble de l'Union européenne. Je rappelle, c'est l'ensemble de l'Union européenne, c'est un truc de malade mental. Bon, après, là où je suis un peu moins confiant, c'est est-ce que l'Union européenne existera encore en 2027? Bon, j'exagère, je caricature, mais au rythme où vont les choses, bon, on est même. Enfin bref, voilà. Bon, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc c'est pour ça, VeChain, je m'attarde pas plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés en plus de cela entre-temps cette semaine. Je continue, je passe directement à Ondo Finance, où là, bon, ça envoie du pâté quand même, hein. Alors après, ce qui est intéressant, c'est quoi? Les autres plateformes d'actions tokenisées, en fait, ont des coûts cachés. Donc là, Ondo Finance a sorti le bazooka et a visé tous ses concurrents, donc c'est pas très gentil, mais bon, c'est le business, hein, c'est clair. Et ils se mettent en avant comme ça. Et donc, quand la liquidité vient, voilà, effectivement, des pools on-chain, donc là, ils expliquent en fait pourquoi et d'où viennent ces coûts cachés. Eh bien, le prix que vous voyez n'est pas le prix que vous obtenez. Ils le disent comme ça. Donc, sur 50 000 dollars, par exemple, d'achat, il y a un gap qui peut, par exemple, coûter des milliers d'euros. Donc ça, il faut le savoir. Et notamment, ils le prouvent ici. Vous voyez, par exemple, notamment sur les slippages, notamment on voit sur Meta ici. Eh bien, si vous aviez acheté du MetaOn, vous mettez 3 595 dollars, notamment sur une plateforme autre que Ondo, eh bien, il prouve que vous avez un slippage de 3000, enfin, sur 50 000 dollars, pardon, vous avez un slippage, c'est-à-dire des frais de 3 595 dollars. Alors, c'est un peu gonflé dans le sens où on ne sait pas quelle plateforme est concernée. Donc, du coup, ils peuvent inventer des chiffres, hein, bah, forcément, puisqu'on ne sait pas quelle plateforme est concernée. Mais en même temps, ils peuvent pas le dire, sinon ils peuvent être attaqués pour diffamation, je pense. Bon, donc voilà.
Mais par exemple, c'est pareil pour Amazon. Amazon, ben, pour 50 000 dollars d'achat d'actions et d'ETF, eh bien, vous dépensez 1740 dollars de frais de gaz au final de commission, contre 35 dollars pour Ondo. Donc, voilà, c'est là où c'est pas mal, dans le sens où Ondo, si c'est vrai, et je dis bien quand même si c'est vrai, eh bien, permet de faire de grosses économies, même par rapport aux banques, je rappelle. Parce que les banques, quand vous passez par un intermédiaire comme une banque, classique, hein, traditionnelle, pour acheter des actions classiques non tokenisées, hein, normales, vous avez des frais. Et oui. Donc quand vous voulez mettre 50 000 dollars, bon, eh ben, vous pouvez avoir des surprises au niveau des montants engendrés et prélevés par les banques. Donc là, vous voyez que l'intérêt justement de Hondo Finance à travers sa plateforme Hondo Global Market, c'est que vous payez pour 50 000 dollars, au final, vous payez vraiment très peu par rapport au montant de frais de gaz de commission sur la plateforme. Voilà, et même soi-disant par rapport à ses propres concurrents. Alors ça, moi je prends des pincettes parce qu'on n'a pas d'éléments qui permettent de réellement juger s'ils sont là-dessus meilleurs que leurs concurrents. Bon, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre par contre, c'est que Hondo Finance est le leader incontesté, incontestable dans sa catégorie pour l'aspect médiatique et pour l'aspect même d'utilisation. Ça, c'est clair que c'est les leaders. Ils ont 70%, je rappelle, du marché des actifs tokenisés. Voilà. Donc rien que ça déjà, ils ont un boulevard d'avance sur leurs concurrents, même si par exemple s'ils étaient plus chers, eh ben, ils auraient quand même un boulevard d'avance sur leurs concurrents. Ensuite, je passe à la suite, et là, regardez, je suis sur DeFi Lama, sur la TVL d'Ondo, qui prouve effectivement qu'il y a vraiment un sujet sur ce projet, puisqu'on est à 2,69 milliards de dollars de TVL. Donc, on voit qu'on est sur un palier. Alors, ça, on a une nouvelle vague de hausse là sur Ondo, jusqu'à 2,71 milliards de dollars de record, avant d'avoir une toute petite baisse. Donc, on voit qu'on est sur un plateau, mais on sent que ça peut péter à tout moment encore vers le haut, parce que le projet vraiment est lunaire et extrêmement positif. Allez, donc tout est bon pour Hondo dans le vert en tout cas. Je passe à Chainlink rapidement avec l'arrivée d'un jalon qui a été mis en place par Chainlink avec des partenariats solides, hein, je vous rappelle, donc rien que ça, Visa, Fidelity, ANZ et la China AMC, donc et Fidelity International. Donc, on voit que là, quand même, c'est du lourd parce qu'on a des entités. Alors, c'est des. Vous voyez, sous la réglementation de la Hong Kong Monetary Programme, en gros, c'est l'autorité quand même des marchés financiers d'Hong Kong, rattachée, je vous rappelle, plus ou moins à la Chine, hein, bon, voilà. Donc, Chainlink a tout simplement permis de sécuriser le transfert des actifs donc régulés avec une conformité automatique et les actifs atomiques. Alors, atomic settlement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais grosso modo, extrêmement positif pour, en fait, justement, les premiers paiements, peut-être transfrontaliers, ou les premiers voilà, transferts d'actifs interbancaires, peut-être, sécurisés via l'infrastructure de Hondo au niveau des datas, je rappelle. Donc c'est énorme, hein, parce que là, vous voyez quand même qu'on a les autorités de marché, donc on a c'est-à-dire un gouvernement derrière, notamment la Chine, pourquoi pas. On a des entreprises, banques, et on a Visa. Donc j'ai envie de vous dire, là, ça brasse des trillions de dollars déjà en termes de compagnies, d'entreprises, avec ces cinq entités, hein. J'inclus Chainlink au milieu. Voilà, donc c'est très positif. On voit vraiment que les fondamentaux ne cessent d'exploser dans le milieu du RWA. Surtout que là, c'est confirmé, hein, par Grayscale, donc sur son avis qui est donné sur Chainlink, puisque là, vous avez Ray Scale, donc c'est Ray Aner, c'est la directrice de produits et recherche à Grayscale, hein, je rappelle, donc le gestionnaire d'actifs, hein, de tout ce qui est ETF actuellement, que je vais montrer sur Farside Investor tout à l'heure sur les Bitcoin et ETF, et Ethereum, pardon, ETH. Et donc, elle déclare tout simplement qu'aujourd'hui, seulement 0,01% des actifs qui peuvent être tokenisés sont désormais sur la blockchain au final. Et donc, les projets comme Chainlink sont en train vraiment de jouer un rôle très critique dans justement la mise en place de la tokenisation à grande échelle, en fait.
Ouais, ça, c'est Grayscale quand même qui vous le déballe à la figure, un des plus gros institutionnels mondiaux. Donc, et ça, j'ai pris un exemple parmi une tripotée, mais c'est l'avis partagé de tous les institutionnels en grande pompe, hein, je rappelle. Bon. Et donc, c'est pas étonnant. Alors là, je vais passer à Plume. Là, je finis sur Chainlink. Là, je vous fais le rapide passage sur les RWA, hein, les amis. Donc là, je passe à Plume, pareil, j'ai pas de nouveautés en termes de news, hein, de réel. Si ce n'est parce qu'ils font, c'est vrai, quand même des événements à droite à gauche à Singapour, Hong Kong aussi, sont très présents en Asie, et notamment en Corée du Sud, le projet Plume. Mais après, en termes de construction, il n'y a pas eu vraiment de nouveauté sur le projet. Voilà. C'est plus du marketing, de l'événementiel qu'ils font en ce moment, mais rien de neuf sous le soleil en termes de partenariat, par exemple, solide qu'ils avaient, par exemple, annoncé avec la SEC il y a quelques mois, hein, je rappelle. Donc, en termes de performance statistique, on voit que le projet Plume, quand même, c'est pas folichon. Alors, il y a un seul point positif, en fait, c'est le distributed asset value, la statistique la plus importante en termes d'utilisation d'infrastructures, hein, je rappelle, qui est en train d'exploser. Mais après, quand on regarde les chiffres, c'est grâce à Ondo. C'est pas réellement Plume qui est en train d'exploser, c'est tout simplement Ondo Global Market qui est tellement fort, tellement explosif. Donc là, je rejoins sur le succès de Hondo et pourquoi ils sont en train de tout pulvériser. Bah, on le voit rien que là déjà. C'est-à-dire que qui sait quel projet fait exploser les métriques de Plume? Bah, c'est Hondo, quoi. Regardez, ça fait plus 45% en 30 jours là. En fait, c'est 30 jours, c'est plus 45% il y a à peine quelques jours. Ouais, c'était par exemple, 3 février, non, 2 mars, pardon, 2 mars 2026, nous étions à 111 millions de dollars sur Hondo. Là, on est déjà, regardez-moi ce truc de fou, on a 201 millions de dollars sur Hondo 2 jours après. Donc, il se passe quelque chose sur Hondo Finance, c'est clair. Le projet est en train de tout pulvériser. Par contre, pour le projet Plume, ce qui est dommage, ben forcément, c'est qu'on est dans le rouge sur absolument tout le reste, à part les transferts en termes de stablecoin sur 30 jours. Mais sinon, même le nombre de RWA de holder, ben, on a moins 2,88%. Donc même le projet perd de l'intérêt vis-à-vis des investisseurs. Et ça, c'est inquiétant, c'est dommage, il faut le dire. Donc à surveiller avec la suite des choses, hein, à voir s'ils arrivent à intégrer d'autres choses, d'autres nouveautés de fonctionnalités, de partenariats. Bon, rien n'est perdu hein, pour le projet, je vous rappelle. Hein, là, je suis très factuel, je suis à l'instant T, tout ça. Mais après, bien sûr, je rappelle, hein, c'est le marathon. C'est le marathon, parce qu'on est dans le secteur RWA, je vous rappelle. Là, je vous montre le Global Market Overview du RWA en général. Regardez-moi ces performances de malade mental. Il y a, je crois, début janvier, nous étions, si je dis pas de bêtises, regardez, c'est-à-dire là, le 1er janvier, nous étions à 21 milliards. Bon, 2 mois plus tard, nous sommes à 26,46 milliards de dollars injectés dans le marché du distributed asset value. Alors, nous sommes soi-disant, encore une fois, en bear market, et pourtant, vous avez un narratif crypto qui fume. Le bear market, il connaît pas, il n'y a pas de bear market sur ce marché, sur ce narratif. Le bear market, il connaît pas. Il est où le bear market là? Il est où? Il n'y en a pas. Donc, du coup, bah, forcément, ça soulève des questions. Ça soulève des questions de révolution, clairement. Ce que je vous dis quand même depuis un moment. Et c'est validé en ce moment, surtout dans une période aussi instable actuellement pour les actifs boursiers, les actifs digitaux comme la crypto, et même l'or, hein, même l'or et l'argent. Ah, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Donc on est à plus 6,83% sur les 30 jours sur les distributed asset value. On est en négatif effectivement sur les represented asset value. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a un nombre de holders qui est en constante augmentation régulièrement. Et également pareil pour les métriques sur les stablecoins. Après, on voit non plus que c'est pas des statistiques de fou à plus 40%. Bon, c'est tout doux quoi. C'est une montée qui est lente mais sûre. Simplement pour le moment. Je pense pour le moment, mais après, encore une fois, je vous reparle du Clarity Act qui va arriver, notamment apparemment c'est prévu pour avril. À un moment, on aura la régulation américaine qui va donner son feu vert au niveau de la finance traditionnelle pour aller se diriger vers la finance décentralisée, la blockchain.
et tous les projets comme Ondo et tout, on va avoir véritablement une cascade, un tsunami d'argent qui va se déverser dans ce marché. Je pense qu'on ne va pas comprendre, on va pas réaliser ce qui va se passer, on va faire péter les compteurs. Ça, c'est pour moi une certitude à un moment ou à un autre, parce que le marché, c'est pas du tout une hype, hein, c'est juste un fondamental, c'est une révolution inévitable, tout simplement. Et on le voit même à travers ces chiffres et à travers l'intérêt que ça apporte depuis quand même 2023, hein, ça ne fait que monter depuis 2023. Voilà. Bon, allez, je continue. Cette fois, je passe à Ripple et au XRP. Et donc, la nouveauté de cette semaine, c'est que Ripple Prime, désormais, permet à ses clients d'accéder aux dérivés de Coinbase. Donc, on a un partenariat officiel désormais entre Ripple et la plateforme exchange Coinbase pour faire du trading. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dans un environnement régulé par la CFTC. On y est, quoi. On y est. Ça y est, là, on commence de plus en plus à avoir un cadre réglementaire désormais pour le trading de crypto, pour les projets crypto comme Ripple. Donc, les fondamentaux n'ont jamais été aussi forts avec des prix chaotiques. C'est ça qui est étonnant, d'où vraiment, je pense, de plus en plus, je suis convaincu qu'il y a eu une grosse manipulation de marché et que jamais on aurait dû avoir le chaos économiquement sur la crypto-monnaie, sur le marché crypto qu'on a connu en 2025. Voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu de manipulation, ça aurait été différent. Après, je dis pas que c'est fini, hein. Non, non, au contraire, on est au début, mais du coup, voilà, ça a mis le doute, ça fait que les cycles se sont plus comportés de la même façon, surtout pour les altcoins, hein, je rappelle, et notamment comme Ripple, tout ça, bon. Bah, donc c'est vraiment, on a eu des percées de prix sur des narratifs un peu bidons, à part l'IA, on a eu les mêmes coins, les shitcoins, alors là, vraiment, ça sert à rien. Je trouve ça fait vraiment, pour moi, c'est une hérésie, ces tokens, là, shitcoins qui servent à rien, c'est une hérésie absolue. Faudrait vraiment bannir cette merde, hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est littéralement du shitcoin. Bon, voilà. C'est appelé le coin de merde. Voilà, bon. Donc, parce que derrière, ça porte atteinte forcément au bon projet et à la révolution financière. C'est ça qui est intéressant. Bon, donc je continue toujours sur Ripple, et là, bah, avec le Ripple Payment, on a eu l'article de Ripple qui a officialisé justement l'intérêt de cette stratégie du Ripple Payment d'autoriser en fait à leurs clients bah, de faire du driving au niveau des business, de faire du trading, tout ça, au niveau mondial. Voilà. Donc là, on a 100 milliards de dollars qui ont été déjà euh, managés en termes de processus. 60 marchés sont concernés, 75 licences sont obtenues par Ripple Payments, c'est un truc de fou. Et également, vous avez des banques et des grosses institutions financières traditionnelles qui sont en train de mettre en place justement le système de Ripple Payments à travers leur business, à travers le monde. Donc Ripple est en train de conquérir tout simplement une grosse partie du marché mondial de tout ce qui est le transfert transfrontalier hein, de monnaie. Donc en gros, ils sont en train de concurrencer, mine de rien, le réseau SWIFT bancaire, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment, on assiste à une ère quand même assez incroyable. Il y a tout qui part en tous les sens en même temps, hein, je veux dire, économiquement, géopolitiquement, ou des guerres et tout. Bon. Donc je continue. Maintenant, je passe aux actualités crypto plus générales. Donc là, je passe à cointribune.com. Crypto, donc Ethereum capte 15 milliards de dollars de RWA et domine le marché. Donc vous voyez, il y a quelques mois, ça va très vite la crypto, hein. C'était Plume, notamment, qui dominait le marché du RWA avec la 50% des RWA de holders, donc des détenteurs, de personnes qui détenaient du RWA son infrastructure. Désormais, c'est pas, quelques mois plus tard, c'est Ethereum qui est repassé devant et qui capte de plus en plus de liquidités et de holders sur le marché du RWA. Bon. Donc Ethereum, avec cette leadership dans le RWA, effectivement, je pense que Ethereum va tout pulvériser également, parce qu'en plus, il y a les ETF désormais sur Ethereum qui sont du succès. Les institutionnels investissent dans Ethereum et en plus, désormais, vous avez Ethereum qui est le leader en catégorie poids lourd dans le RWA. Bon,
ah, quand vous faites l'addition, bon, voilà quoi. C'est-à-dire que là, vous avez les bénéfices presque plus valeur refuge, un peu l'argent, c'est un peu comme l'argent. L'Ethereum, au final, c'est l'équivalent de l'argent physique pour ce que le Bitcoin, c'est l'analogie avec l'or physique. En fait, c'est un peu le même délire. Sauf que Ethereum, en plus, et c'est ça qui est fou, quand on fait l'analogie avec l'argent qui est destiné à l'industrie physique, métallo, enfin tout ce que vous voulez, au niveau de la vie réelle, hein, si je veux dire, au niveau non virtuel mais physique, voilà, l'argent est utilisé dans l'industrie. Et vous avez Ethereum qui est utilisé dans les applications, les smart contracts, justement l'utilisation des algorithmes, etc. Ça, c'est incroyable quand même quand on fait le parallèle. Enfin, bon, voilà. Et donc, je continue toujours avec les actualités crypto. Donc là, sur cryptost.fr, le Kazakhstan va utiliser son or et ses devises pour investir 350 millions de dollars dans la crypto. Bon, cela fait déjà maintenant 6 mois que la Banque centrale du Kazakhstan a annoncé son intention d'investir de manière agressive dans le secteur des crypto-monnaies. Bon, c'est quand même, enfin, ça paraît délirant quand même. C'est-à-dire, on est censé être en bear market. Bon, on est presque en train de se dire le Bitcoin, il est mort. Enfin, si on suit la courbe, vous savez, de la Rainbow Bitcoin Chart là, avec tout est dans le violet là, en mode le Bitcoin is dead, mort. Et là, on a la Banque centrale du Kazakhstan qui nous annonce tranquillement qu'au final, elle fait des investissements agressifs en plus sur la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin au milieu. Donc, là aussi, encore une fois, pendant que les particuliers vendent, que font les poids lourds? Catégorie, ils achètent de la crypto, du Bitcoin. Toujours mais la même rengaine. C'est fatigant presque de répéter la même chose, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous croyez au Bitcoin, si vous avez la possibilité de faire du long terme, eh bien, vraiment, c'est de faire du DCA, par exemple, et au moins vous êtes tranquille parce que le marathon, à l'arrivée, eh bien, je suis convaincu personnellement que vous serez gagnant si vous misez sur le Bitcoin et le secteur du RWA, tokenisation d'actifs. Tout le reste, vous oubliez, ce n'est pas la peine. Il y a aussi quand même l'IA, bien sûr, lié à la crypto-monnaie, bien évidemment, mais là encore, il va falloir épurer. Il faut prendre des projets comme Aetir, notamment avec des vrais fondamentaux qui rapportent de l'argent à l'entreprise et qui ont une vraie solution, notamment aux problèmes actuels dans l'IA, c'est-à-dire les processeurs, etc., à moindre coût, et décentralisé. Mais sinon, tout le reste, vous oubliez, les shitcoins, les machins, parce que ça sert à rien et que tout ce qui sert à rien va finir à zéro. Un peu comme la bulle d'Internet des années 2000, hein, et ce qui s'est passé. Bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est mon avis personnel. Ensuite, je passe à journalducoin.com. Solana, les stablecoins explosent les records avec 650 milliards de dollars de volume en février. Donc, on voit que là aussi, il y a un vrai sujet sur les stablecoins et qui rappelle tout simplement la guerre économique, hein, je rappelle, au niveau du dollar américain par rapport au reste du monde. Parce que là, ben, ça va permettre de faire, c'est parfait, la transition justement avec l'actualité économique, hein, qui est tout à fait dans ce cadre, justement, ben là, on est en guerre militaire, on va dire au Moyen-Orient, mais la guerre militaire, moi personnellement, je pense qu'elle est liée à la guerre économique. Forcément, quand on voit les enjeux qui sont derrière, je vais vous en parler. Donc là, je passe, voilà, l'actualité économique. Donc, leséchos.fr, guerre en Iran, Trump fait s'envoler le pétrole au-delà des 90 dollars le baril. Le président américain veut une capitulation sans condition de l'Iran. Les marchés redoutent que la situation ne s'enlise alors que la circulation dans le détroit d'Ormuz est à l'arrêt. Bref, c'est vraiment il y a 6 mois, on a des experts dans tous les sens qui ont annoncé, bah, si ça arrive un jour, le détroit d'Ormuz est arrêté, bah, c'est la fin du monde, quoi. C'est la troisième guerre mondiale. Bon, bah, maintenant, c'est à l'arrêt. Et on est tous en train de se demander qu'est-ce qui va se passer derrière. Bon. Donc, c'est la merde, hein, faut le dire. Effectivement, j'ai la courbe du baril de pétrole. Alors, on a dépassé les 90 dollars depuis un petit moment. Mais vous voyez que ça continue de flamber violemment là, depuis tout simplement l'arrivée des Américains contre l'Iran et l'Israël aussi, hein, Israël, puisque le Brent crude, le dollar, est en train d'exploser tout simplement depuis le 25, un 25 février 2026. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on a 92, 80, et ça ne s'arrête pas. Vous voyez que la courbe là, c'est droit, hein, c'est une ligne droite. Donc, on craint, enfin moi personnellement, je crains effectivement que si la situation s'enlise et que si on a une pénurie effectivement de pétrole
de gaz et tout, bah nous, l'Europe, on est mort, hein. Enfin, franchement, faut le dire, on est mort parce qu'on a la Russie, dont je vais en parler derrière. Ah, ils sont en train de se demander si on continue à nous livrer du gaz. Et puis surtout, il y a un autre sujet que vous passez, c'est que là, on parle du coup du pétrole, parce que c'est le plus évident avec les trois d'Ormuz et tout, mais on parle pas de la situation au Moyen-Orient qui peut devenir très vite catastrophique, c'est-à-dire l'eau potable. Donc là, j'ai un article de Le Grand Continent, comme vous pouvez le voir ici, et je rappelle que l'ensemble du Moyen-Orient, bon, c'est le désert, hein, bon, pas compliqué, donc forcément, ils ont tout ce qui est, par exemple, Dubaï, ils sont approvisionnés majoritairement par les pays externes, ils font du commerce avec l'extérieur. C'est-à-dire ils ont rien en intérieur pour notamment ce qui est l'eau et tout ce qui est les vivres alimentaires. Bon. Donc ils font tout importer, sauf que ça passe notamment par les détroits d'Ormuz. Eh! Donc déjà, il y a cet aspect-là des choses. Donc là où il y a des pays comme le Dubaï qui sont même en danger, ils ont des réserves hein, pour quelques semaines, je crois, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Et puis au niveau de l'eau, je rappelle que pareil, soit ils font importer de l'eau, mais avec le détroit d'Ormuz, même problème, donc vous avez, bah, ça passe plus. Et puis surtout, vous avez toutes les usines de désalinisation qui, pour l'instant, j'ai pas l'impression que l'Iran les attaque, ces zones-là, mais si on a des drones, parce que là, pour l'instant, l'Iran a attaqué tout le monde. Ah, c'est pas compliqué. Ils ont mis la carte, ils ont mis bon, bah voilà, on prend la carte, on se fait pas chier, on les attaque tous, et du coup, c'est fini. Bon, bien sûr, c'est pas fait comme ça, je rigole, je caricature, mais ils ont attaqué tous les pays où il y avait des bases américaines en fait, et donc ils ont attaqué aussi des intérêts stratégiques dans ces pays-là qu'ils considèrent alliés aux États-Unis. Voilà, pour eux, bon, la logique se tient, mais c'est vrai qu'ils ont franchement, ils ont pas froid aux yeux, clairement, les Israéliens, ils ont rien à perdre en fait, tout simplement. Et ça, je pense que Donald Trump l'a tout simplement sous-estimé quand même, et que lui devait penser que ça allait faire comme au Venezuela, allez, on embarque, on décapite le chef de l'Iran, et puis on rentre chez nous 3 jours après, et je suis le héros, quoi, en gros. C'est un peu ça. Je pense que qu'il devait prévoir, et peut-être pas quelque chose d'aussi long, et quelque chose qui peut potentiellement durer longtemps. Et donc le risque, en plus, si ça arrive, si un jour on a l'Iran qui attaque les usines de dessalement d'eau, là, qu'on pourrait avoir des dessalement d'eau, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va avoir une crise en plus sanitaire au Moyen-Orient, et on va avoir une vague massive. Ça va être l'extinction, clairement, et Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Dubaï, tout ça. Que bah, vous n'aurez plus d'eau là-bas, vous n'aurez plus d'eau, vous n'aurez plus d'alimentation, il n'y aura plus rien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention parce que là, c'est une déstabilisation, enfin voilà, c'est une extinction de pays, quoi. Voilà. Donc ça, attention, saut devant les ballons. Et puis ça, c'est donc le Moyen-Orient, on a vu que c'est le chaos, ça fait pourtant que 2 semaines, hein. Et derrière, moi, ce que je vois, parce que bien sûr, voilà, il y a le Moyen-Orient, mais nous, il y a l'Europe. Bon, l'Europe, alors nous déjà, on n'est pas en bon état. On l'a vu depuis quelques années. Bon, on a au niveau politique, là j'ai un leséchos.fr, guerre en Ukraine entre Zelensky et Orban, c'est la guerre ouverte quasiment, parce qu'on a une escalade sans fin à la veille d'élections cruciales en Hongrie. Le bras de fer se durcit entre Budapest et Kiev au sujet d'un oléoduc acheminant le pétrole russe vers la Hongrie. Kiev déconseille ses ressortissants de se rendre en Hongrie carrément. L'UE dénonce des menaces inacceptables de la part de Volodymyr Zelensky. On croit rêver quand même, c'est-à-dire qu'on se fait chier, nous, Européens, à aider les Ukrainiens là, depuis et le voleur Zelensky, moi, je l'appelle même pas Volodymyr, je l'appelle voleur Dimir Zelensky, depuis donc 2022, et il nous chie dessus en plus. Enfin, derrière, on est vraiment les cons, quoi. Et donc, c'est là où c'est inquiétant, parce que ça encore, c'est entre la Hongrie, on pourrait dire, et effectivement l'Ukraine, mais enfin, on est sur des enjeux là aussi énergétiques. C'est-à-dire, et donc, qui est inquiétant, c'est ça, c'est que là, j'ai un article de Figaro, la Russie pourrait cesser les exportations de gaz vers l'Europe. Dès maintenant, annonce Vladimir Poutine. Alors, nous, déjà, en avril, il y a Van der Leyen, là, pareil, elle est pas mieux que les autres. Bah, elle annonce, oh, bah, depuis avril, il faudrait qu'on arrête carrément d'importer le reste, parce qu'effectivement, les sanctions, ça marche pas, donc contre la Russie, on continue d'importer du gaz russe.
Alors ça Il va fait pouvoir rêver aussi quand on décider voit qu'il n'y avait pas tout le d'intention pataquès d'échouer qu'on a mis en et de 2022 dire contre la Russie. qu'il n'a pas Pour au essayé de final continuer tuer d'importer du gaz russe. Ça aussi, Monsieur on n'en parle Netanyahu. pas, mais on est Pour vraiment autant, elle les rois décide des de cons. renvoyer mon Et client donc, du comme coup, criminel qu'est-ce qui pour se des passe faits maintenant? On d'influence a avec donc l'arme et il a la ses intentions von der d'abord. Leyen qui veut, dès C'est-à-dire que pour avril, nous, c'est une double dans un mois, déception. cesser D'abord, toutes les importations, la les Cour n'a dernières pas eu qui le restent en fait courage. sur le gaz russe. Et donc, au final, Vladimir Poutine, bah, lui dit, bah, même pas la peine d'attendre, en fait, avril. Vous voulez plus de gaz? Bah, il n'y a pas de souci, dès maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous, on a d'autres partenaires majeurs, comme la Chine et l'Inde, par exemple. Donc, on est à un moment où, attendez, enfin, c'est quoi qui tourne pas rond, là, chez nos dirigeants? Enfin, moi, je me pose vraiment la question. C'est voulu, ils veulent nous mettre dans la merde, en fait. Parce qu'on a, du coup, le bordel au Moyen-Orient. Nous, les seuls endroits où on pouvait s'importer du gaz et du pétrole, bah, au final, c'est les États-Unis. Mais ça, ils sont empêtrés dans leur guerre avec l'Iran. Alors, on va voir s'ils continuent jusqu'au bout, hein, combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va durer quelques temps. Effectivement, après, les États-Unis vont arrêter, ils vont laisser le bazar à l'Israël. Ils sont très bons, les États-Unis, pour faire ça. Ils mettent la merde, après ils se retirent et puis ils laissent les autres se débrouiller. Pourquoi pas? Mais bon, dans tous les cas, nous, on est dans de la farce. Parce que du coup, on voit qu'en 3 jours, on a les cours du pétrole qui ont explosé. La pompe à essence, on voit déjà que ça explose. Et puis en plus, on a le gaz. Je rappelle que le gaz a déjà pris 22% là sur les cours européens, hein, sur la bourse Pays-Bas, hein. Donc, tout ça, et en plus, et à ce moment-là, on est en train de dire, on a nos dirigeants, là, ils nous disent, bah en fait, en plus, on va couper les vannes de la Russie, voilà, au même moment. Non, vraiment, on a des génies, quoi, c'est clair. Donc, si ça arrive, bah, on va se retrouver avec des factures d'électricité qui vont être x3, x4, en fait. C'est ça qui, complètement, c'est des fadas. Vraiment, c'est des fadas. Et donc, avec tout ce bordel ambiant, bah, forcément, tout le reste, ça passe à la trappe. Hein, on peut comprendre, forcément. Donc, tous les yeux sont braqués là-dessus, mais moi, j'ai repéré quand même quelque chose d'inquiétant qui est passé, voilà, par Bloomberg, vous voyez, en anglais, hein. C'est toujours cette crise du crédit privé. Et donc là, Bloomberg, vous voyez, a mis là, il y a cette semaine, hein, cet article, a annoncé que BlackRock, donc, avec un l'ETF Bitcoin d'ailleurs, je vous rappelle, eh bien, a carrément stoppé, ça c'est du jamais vu, je crois, chez BlackRock, c'est du jamais vu, a empêché le retrait de 26 milliards de dollars de fonds réservés au crédit privé. C'est-à-dire que vous avez eu bah, une demande de retrait de 26 milliards de dollars de la part des investisseurs en même temps sur BlackRock, hein, si, voilà, c'est des montants colossaux. Et BlackRock a dit non, parce qu'il y avait en fait des échanges de pourcentage. Alors il y avait 9% à peu près, il me semble, des investisseurs qui voulaient retirer des fonds au final de leurs bénéfices. Et finalement, BlackRock a pu le faire jusqu'à 5% des demandes. Mais l'écart, eh ben, ils n'ont pas pu, donc ils ont bloqué. Et vous avez des investisseurs qui ont demandé des retraits qui n'ont pas eu le gain de cause au final. Alors ça soulève déjà une première chose, la centralisation. Donc déjà, ce que je vous disais, c'est surtout n'achetez jamais des ETF Bitcoin, BlackRock, parce que là déjà vous dénaturez totalement le Bitcoin. Mais en plus, vous mettez vous achetez quelque chose qui à la base est fait pour être dans le pouvoir, dans vos mains, être dans le pouvoir du peuple, et finalement vous le remettez dans les mains de la centralisation de la banque. La preuve, sur le crédit privé, hein, je viens sur le crédit privé, eh bien BlackRock a prouvé que ils pouvaient ne pas honorer leurs engagements. Bon. Donc après, il faut pas non plus confondre avec l'ensemble de BlackRock, parce que je rappelle que c'est des entités hein, partout, et que le crédit privé BlackRock, c'est une filiale précise de BlackRock. C'est pas les ETF, c'est pas le trading, c'est pas les gestions d'actifs. C'est quelque chose vraiment, c'est une filiale précise au sein de BlackRock, spécialisée dans le crédit privé, hein. Comme Blue Owl et comme l'entreprise notamment britannique qui a été mise en demeure. Je rappelle la semaine dernière, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous rappelle. Voilà. Donc, ça, par contre, c'est extrêmement important parce qu'on est tout simplement en train de revivre la crise de 2008, la crise des subprimes, puissance 10, puissance 20 même. Voilà. Donc, je vais vous en parler, je vais vous montrer après, j'ai l'article. D'abord, je vais faire le point sur l'or et l'argent, bien sûr, les numéros 1 là, d'investissement, là, c'est le top du top. Du coup, l'or, alors voilà, l'or nous a fait un truc de fou. De toute façon, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que bah, dès qu'on a eu l'ouverture
des cours. Par exemple, la semaine dernière, vous voyez, parce que Trump a déclaré la guerre contre l'Iran, donc le samedi, je crois, hein. Ça, c'était le samedi 28 février, voilà. Et à l'ouverture des marchés, donc le 2 mars, on a eu une explosion des prix, c'est-à-dire que bah, forcément, on a pricé la guerre, qui n'avait pas été vraiment pricée au final, sur le cours de l'or. Voilà. Donc on voit qu'au niveau de l'or, bah, on a atteint les 148 000, 149 000 euros le kilo, du record hein, jamais vu quasiment depuis le début. Je crois qu'il a atteint une seule fois, il y a un mois ou 2 mois, le cours de l'or a atteint ce secteur-là. Bah, je crois on va voir si on fait sur 3 mois. Oui, voilà, c'est-à-dire, vous voyez, ça a été atteint le 29 janvier 2026, nous avons atteint ces zones-là en euros. Donc du coup, ça veut dire que nous étions au-dessus des 151 000 dollars. Là, je rappelle, c'est en euros. Voilà. Donc on hallucine et on voit bien que sur 3 mois, regardez, le cours de l'or continue globalement, malgré la volatilité, de monter à la hausse et ça va continuer quand on voit le bordel. Enfin, je veux dire, c'est évident, quoi. Tant que c'est le chaos comme ça, massif, le cours de l'or va continuer de monter. Alors après, il y aura toujours des variations de plus en plus fortes et c'est là où je me dis, quand je vois la volatilité sur l'or, c'est du jamais vu. Et c'est là où effectivement on voit qu'il y a un vrai problème avec l'économie, c'est le baromètre au final l'or. Et quand lui-même, même le baromètre est en train de faire la volatilité, bon bah c'est carrément, il n'y a plus rien qui va quoi. Voilà. Et donc l'argent, pareil, l'argent on a eu un pic, c'est reparti à la hausse, mais après ça s'est dégringolé massivement. Hein. Regardez l'argent, on est passé de 2000, bon 500, c'est pas une grosse chute non plus, hein, faut pas déconner, mais on est passé de 2 600 € le kilo à 2 338. Et là, on a un palier à 2 338 € le kilo. Mais logiquement, là aussi, ça devrait repartir à la hausse vu le bordel ambiant qui se passe. De toute façon, l'argent suit la tendance avec l'or. Voilà. Et donc là où c'est intéressant, c'est que j'ai retrouvé un article de Les Échos, et tenez-vous bien, de 2010, du 9 septembre 2010. J'ai retrouvé ça. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, les Échos bah, mettaient l'accent sur le cours de l'or. L'or proche de battre son record historique et à l'époque, c'était à 1260 dollars l'once. Vous voyez? Alors, on a dépassé les 5000 dollars. Hein, je rappelle, voilà, on a dépassé 5000 dollars l'once là en 2026. Donc, pour vous dire qu'à l'époque, vous voyez, on parlait déjà de valeur refuge dans des marchés toujours en proie au doute. Donc, on voit qu'il y a une autre tendance qui est en train d'arriver, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de similitudes entre la crise des subprimes de 2008 et la crise actuelle de 2026. Donc on est en train d'assister désormais à bon, les guerres, ok, ça on avait pas ça en 2008, mais là on a le pompon, on a la guerre Russie-Ukraine, on a la guerre Iran, Israël et États-Unis, qui est en train d'impacter tout le Moyen-Orient. Donc je vous rappelle que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une crise, c'est un choc pétrolier. J'entends pas ce terme là encore, mais c'est véritablement un choc pétrolier auquel on est en train d'assister. Le dernier choc pétrolier qu'on devrait voir, on l'a vu par exemple quand il y a eu la guerre Russe-Ukraine, on a vu un soi-disant choc pétrolier sans réellement en avoir un, parce qu'il n'y avait pas eu d'impact réel en 2022 sur les cours du pétrole. Je veux dire en termes logistiques, on a eu la Russie qui avait essayé de livrer l'Europe, mais dans le reste du monde, on n'avait pas eu de problème au Moyen-Orient par exemple. Un vrai choc pétrolier, c'est quand vraiment vous avez par exemple le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Là, vous avez un choc logistique pétrolier, je veux dire. Et donc là, on est en train d'assister à un véritable choc pétrolier digne de 1971. On n'a pas encore les prix qui ont terminé de monter là. Là, on a 92 dollars, on a vu le baril de pétrole. Mais un vrai choc pétrolier, c'est 150 dollars le baril. Voilà, donc je ne serais pas étonné qu'on dépasse les 150 dollars le baril vu le bordel actuel. Première chose. Deuxième chose, bah, l'or suit les mêmes signaux qu'en 2008, que lors de la crise des subprimes de 2008. Et d'ailleurs, je vais remonter, la crise de subprime de 2008, regardez là, je suis sur le bullion volt, comme on peut voir. 2008, on est là, crise des subprimes 2008, et derrière, ça explose. Ça explose, alors attendez, là que je remets. Derrière, ça explose jusqu'en 2010. Donc, jusqu'en 2012, pardon. Et l'article de Les Échos, là, c'était en 2010, c'était vers là. C'était le 9 septembre 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était vers là. Voilà, on était à 31 000 € le kilo, quoi. 1200 € l'once, 1200 dollars l'once. Voilà.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que pourtant, la crise des subprimes de 2008, c'était 2008. Bon, là, vous avez vu le chaos ambiant, on ne fait que commencer, c'est ça que je veux dire. Donc, si on suit le parallèle, bah là, parce que là, en 2010, il y avait la banque Lehman Brothers avait déjà coulé, il y avait plein de. Tout le secteur du crédit privé avait coulé, les assurances étaient dans le mal, enfin, bon, on a nationalisé toutes les banques, c'est ce qu'ont fait les Américains, donc d'ailleurs, ils nous ont massacrés comme ça, nous, les honnêtes citoyens, parce qu'ils ont volé tous les fonds de pension de retraite mondiaux hein, à travers ça, puis ils ont nationalisé les dettes, en fait. Voilà, donc on s'est retrouvé à payer les pots cassés à la place des banques qui ont fait n'importe quoi. Donc, résultat, moi, ce que je vois venir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, là, on n'a même pas atteint le milieu du gué en termes de la crise, quand on voit ce qui se passe. Et donc, l'or, moi, personnellement, je le vois, vu le contexte, je le vois encore monter et voir tout faire exploser. Voilà. Je ne serais pas étonné que l'or même, je m'avance peut-être, hein, je peux me tromper, hein, je vous dis, j'ai pas la science infuse, mais je serais pas étonné qu'il atteigne les 200 000 euros le kilo là, cette année, vu le contexte actuel, vu le choc pétrolier, tout ce qui se passe. Parce que là, on est en train d'accumuler choc pétrolier, donc guerre, crise des subprimes multipliée par 20, bon, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, et l'Europe, au milieu de ça, parce que là on est en euros, vous avez compris, et l'Europe qui est désindustrialisée, qui est dirigée par des bouffons, bon, voilà, et qui en plus est logistiquement même plus en choc pétrolier, mais même en rade peut-être total de gaz et de pétrole, bah, par rapport à l'euro, on peut se retrouver comme en Iran, c'est-à-dire la monnaie iranienne a chuté de 45% en une nuit, parce que bah, on n'avait plus confiance en cette zone-là avec la révolution qu'il y a eu à l'époque. C'est possible que ça nous arrive, nous, en Europe. Parce qu'on n'aura plus d'industrie, parce qu'on n'aura plus d'énergie, ou que l'énergie sera trop chère, tout simplement. Il suffit de voir ce qui s'est passé en 2022, hein, c'est-à-dire 2022, quand tout explosait, on a eu une inflation de 20% derrière, sur 2 ans cumulés, entre 15 et 20%. Voilà, donc c'est pour ça que moi je vous dis pas de paniquer, je vous dis pas machin, voilà. Par contre, on n'est pas dans le meilleur des mondes, quoi. Je veux dire, bon, c'est pour ça que si vous avez écouté mes vidéos depuis quand même un bon paquet de temps, hein, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, bon, ça fait 2 ans que je parle de l'or, de l'argent, mais surtout de l'or, du Bitcoin, clairement, eh bien, c'est pas déconnant, quoi. Quand on voit les performances sur l'or, et je dis même maintenant, alors, je vous dis pas de tout mettre vos œufs dans le même panier, de tout mettre dans l'or, de tout mettre dans le Bitcoin, mais de diversifier un peu, bah, c'est pas déconnant, parce que quand on voit ce qui se passe, ça peut être vraiment le bouclier contre l'inflation déjà, premièrement, mais aussi contre, pourquoi pas, si les banques font faillite, si on est dans une crise subprime multipliée par 20, bah, vous avez compris que là, c'est le bordel au niveau bancaire. Crédit privé, j'en parle même pas. Crédit privé, on est en plein dedans, là. Ça y est, on a une crise des crédits privés, hein. Ils le disent pas, mais BlackRock ne peut pas honorer ses clients, bon, c'est la merde, hein. C'est ça que ça veut dire. Au niveau du crédit privé et tout le reste. Voilà. Donc, je réitère, hein, moi, mes propos. Je crois toujours dans l'or, l'argent, le bitcoin, le RWA en termes de crypto. Voilà. Et après, si vous voulez rester aussi sur la sphère bancaire traditionnelle, le franc suisse, donc voilà, avec une banque centrale derrière, c'est le top. Et puis voilà, quoi. Là, je pense que vous êtes déjà pas trop mal, à mon avis. Après, encore une fois, je suis pas expert, je suis pas expert financier, gestion du patrimoine, tout ça. Et les actions boursières, du coup, personnellement, je déconseille perso, hein, pour mon avis, justement parce que comme c'est le bordel et que si on est dans une crise des subprimes bis, on peut également dans une bulle de l'IA, enfin, il y a ça aussi, hein, il y a la bulle de l'IA. Non, on a la totale en ce moment. Bon, voilà, bah sur ce les amis, j'espère que vous avez appris des choses, hein. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Sinon, bah, il faut rester positif, hein. Bien évidemment, je sais que c'est là que j'ai balancé des nouvelles, c'est apocalyptique, mais bon, c'est aussi la réalité des choses. C'est juste qu'il faut des solutions et que c'est vrai que si on a des solutions, même pour se protéger, même un peu, quoi, je veux dire, bah, c'est déjà bien par rapport à ce qui se passe, au niveau mondial. Voilà, au niveau économique, notre patrimoine. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Je vous fais la bise, ciao.